Cet épisode, c'est fait du podcast Geeks of the Balkans. Nous avons choisi faire en français. Avec nous se trouvait Fitore Sadiku, professeur de langue française, ancienne directrice de l'école française à Pristina. Et maintenant, elle travaille comme une guide de montagne dans le Pics de Balkans. Comment est pour vous pour transformer d'une directrice, d'une personne qui travaille avec les parents, avec les enfants, et maintenant vous avez dans la montagne avec les personnes qui partent? Oui, mon parcours était, c'est déjà assez différent, comme, tu dis, Virtut. J'ai été enseignante, traductrice, directrice de l'école française à Pristina, mais pendant tout ce temps, j'ai fait beaucoup de randonnées. Les randonnées, c'est ma passion. Bien sûr, j'ai fait beaucoup d'escalades. Depuis 2008, j'ai fait des escalades à Pristina. J'aime bien grimper. Puis après, les randonnées, que week-end, 2-3 jours, c'est devenu petit à petit, comme par hasard, je suis devenue guide de montagne parce que à l'époque, avant 5 ans, un de mes amis m'a demandé est-ce que je pourrais suivre, remplacer pour un groupe de 3 jours à faire, 4 jours comme ça. Puis après, avec toi et mentor Albi, j'ai fait pour la première fois les Peaks of Balkans. Et voilà, c'est devenu, quand j'ai quitté l'école, c'est devenu ma profession. Passion qui est devenue profession, ça c'est génial. J'aimerais bien que tout le monde trouve sa passion et le travail en même temps parce qu'on fait, je trouve, on fait mieux le travail quand on a aussi beaucoup de passion pour ça. Ça, c'est une rêve. Mais pour le moment, je vis le rêve. Dis-moi, qu'est-ce que est spécifique dans cette randonnée de Peaks of the Balkans? C'est différent de l'autre randonnée, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. En effet, j'ai fait aussi High j'ai fait d'autres randonnées. Ce qui me reste toujours à cœur, c'est tous les sommets des pics en Balkans. Parce que c'est à part qu'on découvre une nature qui est assez sauvage, on traverse plusieurs pays, plusieurs cultures, on découvre des choses, des paysages uniques. Des fois, on a la chance d'avoir la neige, des animaux sauvages. Surtout, on échange avec différents gens. Parce que je travaille plutôt, j'ai oublié de dire, plutôt avec des francophones québécois qui sont adorables, des Belges, des Français, des Suisses. Du coup, c'est une échange qui est assez importante pour moi, mais aussi pour eux. Eux, ils couvrent un peu le pays, ils ont des stéréotypes, clichés, et on essaie de vivre ensemble par de 7 à 15 jours, ça dépend des randonnées et des programmes. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est formidable. Il vient pour découvrir l'Albanie, Monténégro et le Kosovo. Ça, c'est plus important aussi. Vous m'avez dit, c'est vous avez vu, l'animal sauvage. Quel animal est là dans le Pixel? Des chèvres sauvages. Bien sûr, on a toujours des serpents à col de Peja, on voit assez souvent, surtout en printemps et pendant l'été. Des chevreuils. Après, avec différents groupes dans différentes randonnées, on voit aussi des autres animaux comme les ours. Et ils essayent et des renards, bien sûr, j'ai oublié, des aigles, parce qu'on est dans un pays des aigles. Des fois, on a des remarques, on voit pas beaucoup, mais vu qu'on a beaucoup de touristes, on fait beaucoup de bruit, sûr que les animaux se cachent. La dernière fois que j'ai vu des chevreuils, c'était quand j'ai descendu de Gatsaferi pour Zalirups. C'est là où on a vu des chevreuils. Et pour les Français, c'était bien parce qu'on a eu beaucoup de neige ce jour-là et on a eu ça. Est-ce qu'il y a des risques de cet, animal sauvage? Est-ce que tu connais une, C'est en printemps, j'avais dans mon groupe quelqu'un il était fan des serpents et des insectes et tout ça. On a vu une vipère et il y a un des touristes qui me dit attends, je veux prendre une photo. Est-ce que le serpent avait les yeux rouges? J'ai dit j'ai pas eu le temps de lui demander parce qu'avec les bâtons, moi ce que j'aime c'est faire du bruit avec les bâtons que le serpent. Et lui, il a après demandé à ses amis en France et ils ont dit ben, ah c'est très dangereux parce que des fois ils n'arrivent pas à comprendre qu'un serpent ça peut être mortel aussi. Ouais. Si l'aide n'arrive pas à temps, on peut avoir ça aussi. C'est pour cela on demande toujours les chaussures ou les choses pour la sécurité, même si des fois il y a des gens qui viennent en sandales, d'accord. Mais après, il faut les convaincre de mettre les chaussures. Voilà, ça c'est
Des fois, on commence le groupe. Nous parle beaucoup pour les gens qui visitent, le sommet du Balkan ou Peaks of the Balkans. Qu'est-ce que c'est le autant de gens qui visitent, et il est surprisé, il trouve qu'est-ce qu'il pense, il est dans Albanie, Kosovo et Monténégro? Alors, on a différentes attentes, on va voir. Il y a certaines qui viennent pour découvrir et se découvrir et puis se surpasser sur certains niveaux. Ceux qui ont déjà des peurs dans leur tête et les amis aussi, qui disaient que c'est pas sûr et tout ça. Et ils sont surpris que quand moi je laisse mon téléphone, mon portable, portefeuille et je vais discuter avec quelqu'un, je laisse sur la table et je discute. Ils disent mais quelqu'un va voler, quelqu'un va faire ça. Et moi, j'ai pas eu ça en Albanie. Partout, dans les cafés, restaurants ou dans les auberges, je laisse mes affaires, il y a personne qui les touche. Ils ont des fois peut-être, je sais pas si c'est des clichés ou des entendus, qu'en Albanie, il y a ça, il y a ça, il y a la sécurité, il y a les gens qui, dans les montagnes, sont dangereux. Mais vers la fin, quand on discute, on a beaucoup de ces clichés qui n'existent plus, ou ils ont fait leur propre avis aussi. Ce qui est plus intéressant, ils veulent aussi découvrir ce qui était avant, pendant un Veroja. Ça, c'est quelque chose qui, dans leur tête. Puis après, il y a Vendetta, le canon, surtout quand on va faire à la tour de réconciliation. Et tous ces clichés, toutes ces choses, ils sont sur place, ils vivent, demandent, ils voient les gens et ils voient ce que c'est les Albanais, parce que je vais parler plutôt pour les Albanais, mais Monténégrins et les Kosovars sont un peuple assez accueillant qui propose souvent du raki, mais souvent voilà, nous donne des cadeaux de raki pour la route. Ou à midi, ils nous proposent du raki à manger et ils nous invitent chez eux sans nous connaître. Ils sont assez étonnés pour tout ça. Souvent, les gens viennent et ils ont déjà lu plusieurs livres sur l'Albanie. Dépend des informations de qui. Parce que, en général, le premier jour, on fait la visite de Tirana. On visite un peu tout. Ils sont étonnés des bâtiments que Edi Rama il a construit, tous comment on appelle ça, les bunkers, l'histoire qui est assez gravée dans le cœur des gens. Et on essaye d'expliquer pourquoi il y a eu l'exode des Albanais dans les années 90, 2000, pourquoi il y a eu tout ça. On essaye, j'essaye en effet, que les preuves et les faits, de leur montrer l'histoire des Albanais. Des fois, ils sont surpris que quand on va au Monténégro, à Vutaï, on parle albanais et il y a l'aigle. Voilà, et après une autre histoire à raconter, une autre chose à raconter. Souvent, ils sont très surpris et on a beaucoup comment on appelle, de partage de souvenirs, des vidéos et j'ai toujours des contacts avec eux parce qu'ils veulent revenir. Ce que j'adore, c'est quand ils reviennent pour la deuxième et troisième fois et avec les amis. Chacun me demande les nouvelles et qu'est-ce qui se passe au Kosovo, qu'est-ce qui se passe en Albanie. Ils sont très intéressés. J'ai vu des gens qui disaient qu'avant, ils ne savaient même pas où se trouve Kosovo et maintenant, voilà, à l'Albanie, ils savent mieux. Ils adorent. Ça dépend, les montagnes maudites, parce que ça dépend de la météo. On a eu avec un groupe un temps assez mauvais. Du coup, voilà, ça dépend de la météo qui montre aussi est-ce que un groupe va aimer ou adorer la même étape qu'un autre groupe va détester. C'est vraiment, c'est Pour toi, qu'est-ce que tu penses? Combien de jours ça suffit pour faire le sommet de balcon? Normalement, le route, c'est 10 jours de marche, mais c'est version de 3 jours, 5 jours, 12. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est le idéal? moi, ça dépend des groupes. Non, dans les groupes précédents, j'ai eu plutôt l'âge moyen, c'était 65 ans. Du coup, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut faire plusieurs jours pour pouvoir profiter. Et après, si on dort 2 fois dans la même auberge, c'est mieux pour ceux qui sont un peu plus fatigués et ou trouver des transferts. C'est mieux qu'on dort 2 jours d'une nuit dans la même auberge. Par exemple, à Doberdol ou à Cherem ou à Fès, juste pour pouvoir que les gens puissent profiter de tout. Bien sûr, moi, je préfère marcher entre 15 et 20 kilomètres par jour. Le groupe, ça dépend, c'est le groupe qui indique la vitesse et
Et la météo, j'ai oublié. La météo, c'est un des facteurs principaux pour que comment envisager les étapes. Mais je pense que 12 jours, c'est bien, pas plus. Parce qu'avec un groupe de 12 à 15 personnes, ça peut devenir un peu compliqué avec le temps, les maladies, les choses. Il faut savoir que nous, on n'a pas le droit de donner des médicaments en tant que guide, comme à l'école pour les enfants. On n'a pas le droit, on a les médicaments, chacun a ses propres médicaments. Chaque matin et chaque soir, je le rappelle qu'il faut avoir ça, 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 surtout de l'eau, parce que l'été, il fait très chaud. Les bâtons, les chaussures qui accrochent, parce que les montagnes maudites, c'est bien connu. Les cailloux, il y a des cailloux partout et des cailloux passent de petits, des grands et tout ça. Et du coup, il faut avoir des bonnes chaussures et après les bâtons, médicaments et tout. Du coup, c'est voilà, c'est Dis quelque chose pour ma question précédente. Comment on préparait pour faire une randonnée comme le Peaks of the Balkans? Qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce qu'on peut avec? alors, les gens, les touristes, avant d'arriver, ils regardent le programme. L'agence doit envoyer, l'agence locale ou française ou X ou Kosovar, doit envoyer la liste de toutes les choses qu'il faut avoir. Ça veut dire les bâtons, les chaussures, les vêtements appropriés pour la saison, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Les médicaments essentiels, surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir dans la liste toutes les allergies et tout ce qu'ils ne peuvent pas manger et trouver une solution. Parce qu'on a souvent des végans, des sans gluten, et c'est des fois, c'est un peu compliqué. Puis, tous les vêtements qu'il faut avoir en plus, et on prépare la trousse de secours. Nous, les guides, on a d'autres choses. On a des choses en réserve, mais on a toujours notre trousse de secours. Les Français, je vais parler plutôt avec les Français, avec les formations que j'ai fait. On ne doit pas donner des médicaments. C'est un peu comme avec le Covid. Il faut le savon pour désinfecter. Il faut ça. Et il faut appeler les secours. Voilà, ça, ça dépend bien sûr de la situation. Nous, on doit bien sûr chaque soir regarder la météo pour savoir qu'est-ce qu'on fait, vérifier les transferts, les hôtels, tous les petits détails qui vont avec pour que quand on commence la marche, je ne peux pas vérifier les sacs de chacun, mais je rappelle l'eau, médicaments, vêtements, ça qu'il faut avoir parce que des fois on a les affaires pour 2 jours parce que si on peut pas faire les transferts de bagages, des fois on a nos affaires pour 2 jours et il faut prendre bien sûr les choses qui sont essentielles et surtout moi je insiste toujours pour avoir beaucoup d'eau parce que vu que des fois il y a des animaux, des bergers, il y a des sources bien sûr, les animaux vont boire de l'eau là-bas pour éviter qu'on a des problèmes. Je demande d'avoir ou des gouttes filtrantes ou des pastilles, bien sûr. Sinon, avoir de l'eau sur vous, parce que l'eau sauve la vie. C'est ça, on prépare avant d'arriver, on leur dit ce qu'il faut apporter et chaque soir, on répète les mêmes choses. Pendant la marche, on fait des pauses, 45 minutes, 2 heures, ça dépend du groupe toujours, pour prendre, boire quelque chose, manger quelque chose, des fruits secs, juste et profiter bien sûr des paysages. Ça aussi, c'est très important. À cause de difficultés, j'ai vu quelques photos. On voyait, c'est beaucoup de gens qui, ce n'est pas très jeunes, hein, qui fait ça. Qu'est-ce que vous pensez pour la difficulté? C'est moyenne, c'est difficile? Les photos que je t'ai envoyées, surtout la dernière fois qu'on était dans les montagnes et il a neigé, il y avait 2 personnes du groupe qui étaient bien préparées. Les autres, ni de chaussures hautes, ni des pantalons contre la pluie et la neige, ni des gants. C'était assez compliqué. Ils avaient le niveau physique. Souvent, ça dépend, ces niveaux 3 et 4 sont assez bien, je veux dire prêts, ils savent où ils viennent. Souvent, il y a des gens qui se surestiment ou qui posent les problèmes, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire tout, ils ne peuvent pas. Ils veulent se dépasser en Albanie. Moi, je leur ai dit, pour vous dépasser, il faut pas faire en Albanie parce qu'on n'a pas beaucoup d'hélicoptères. On peut appeler l'aide, mais si il y a 7 personnes qui ont hypothermie, ça va être difficile. Puis moi, je suis pas très grand non plus, je ne peux pas les porter. Du coup, on essaye d'éviter les difficultés et de voir le premier jour, parce que le premier jour, comme chaque groupe, je pense, on fait mise en jambe, on est pour voir le niveau de chacun. Ça peut être assez trompeuse parce que les gens, le premier jour, marchent vite
Et après, avec le temps, on voit. On essaye de faire pour chaque groupe, bien sûr, de partir un peu plus tôt ou de faire des transferts des fois dans certains endroits pour éviter que, parce qu'on n'a pas 2 jours de randonnée, on a 10 jours de randonnée. Si le premier jour, le deuxième jour sont fatigués ou malades, c'est pas bien. Du coup, il faut qu'on essaye de voir le groupe et le soir, bien sûr, on discute pour la journée, qu'est-ce qui s'est passé et surtout, s'il y avait quelque chose qu'on peut améliorer, bien sûr, parce qu'on peut des fois améliorer le pique-nique de midi, on peut améliorer, changer les chambres parce qu'il y a certaines, comme vous m'avez dit, tu m'as dit, Virtut, ils ne sont pas très jeunes. Des fois, il y a ceux qui dorment pas bien la nuit, ceux qui ont des appareils auditifs. On essaye de changer après les chambres, d'arranger que tout se passe bien pendant le séjour. Les difficultés après, si on voit que quelqu'un n'aime pas manger ou quelqu'un qui porte beaucoup de choses parce qu'au cas où je vais avoir besoin, on essaie de les ou partager le point quand on est déjà sur le chemin ou de le convaincre de ne pas prendre des affaires en plus parce que de l'autre côté, on a nos valises qui nous attendent et c'est pas bien d'être trop chargé. On a aussi des problèmes des fois avec les chaussures ou ceux qui disent que je marche sans bâton. On essaie de trouver des solutions sur place. Les berges nous trouvent des bâtons. Pour les chaussures, ça peut être un peu compliqué, mais on essaye. Des fois aussi comme guide, réparer les chaussures. Voilà, il faut avoir aussi ça dans le sac. Ça arrive avec chaque groupe, on a des expériences différentes. Des fois, on peut réparer sur place. Des fois, on appelle quelqu'un pour nous aider. La dernière fois que j'ai été à Rosy Peak, j'ai dû appeler Bledy pour qu'il vienne m'aider avec une personne qui avait 82 ans. Même si on disait qu'il pouvait, c'était mieux de rester, il disait non, je marche, je marche. Est-ce que Voilà, ça arrive assez souvent de réparer les chaussures ou que les gens viennent avec des sandales et qu'on trouve une autre solution. Cette année, j'ai dû réparer 2, 3 fois des chaussures. Mais ce qui était très intéressant avec le dernier groupe, celui on a eu beaucoup de neige. On était à Tcherem, chez Kwitim. Il neigeait ce jour-là et on n'a pas pu faire de Valbona à Tcherem, on n'a pas pu faire, on a fait en voiture, puis on a fait une partie à pied avec beaucoup de neige. On a mis les chaussures pour se sécher. Et le lendemain, il pleuvait énormément à Tcherem, mais à Doberdol, il neigeait. Du coup, on ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire. On attendait un peu la météo et tout ça. Et il y a un des touristes qui vient me dire, Fitore, j'ai un problème. Mes chaussures sont tout petites maintenant, ou mes jambes où il y a quelque chose, je vais pas pouvoir faire la randonnée. J'ai dit, de toute façon, on attend pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Au lieu de partir à 7h30, j'ai dit qu'on va partir au plus tard vers 9h. Et entre-temps, il y a une autre personne tchèque, qui arrive et qui dit, quelqu'un a piqué mes chaussures. En effet, lui, il s'est trompé. Il a pris les chaussures de taille plus petite de quelqu'un d'autre. Et nous, on a eu la chance qu'on n'est pas parti plus tôt et ils ont pu faire l'échange. C'était un moment assez, disons, marrant parce que la personne qui je parle, c'était un sorte de génie, qui est professeur de l'université, qui travaille beaucoup avec les laboratoires et tout ça. Mais voilà, il a pas regardé qu'il a pris les chaussures, la Sportiva de quelqu'un d'autre, la même marque, la même couleur, tout ça. Mais il se plaindrait que ses chaussures sont devenues toutes petites. Des choses marrantes. Des fois avec quand on marche, on a aussi la possibilité de voir des bergeries, mais c'est plutôt pendant le mois de fin juin, juillet, août et début septembre, parce que dès que la neige commence, ils partent chez eux. Et on va chez eux pour boire, manger quelque chose, du fromage ou du raki, miel, du thé. Et ils aiment bien discuter et voir comment est-ce qu'ils vivent pendant l'été dans ces petites maisons, bergeries. Les gens, ils sont très accueillants, proposent de voir. Voilà, ça, c'est des choses qu'ils adorent, quelque chose de plus authentique que les villes et les berges, les auberges ou les hôtels qui sont un peu plus à peu près pareils partout dans le monde. Et ces endroits qui sont isolés, qui nous montrent des choses un peu authentiques, l'échange, là, je parle pour les Français, en tout cas les francophones, ils adorent ça. Tu parles un petit peu de l'étape de Tcherem-Valbona. Quelle étape est plus belle pour toi? Pour moi, ça dépend de la saison. Moi, j'aime toutes les étapes. Et ça Bien dépend sûr. de la saison. Quand il y a la pluie, c'est un peu difficile pour ça, choisir. Mais j'aime bien cette partie-là, Tcherem, Valbona ou Valbona Tcherem, surtout l'été.
en printemps, quand il y a un peu de neige, la neige qui n'est pas éternelle, mais qui reste dans certains endroits, et les paysages, quand on monte, quand on est à côté de Koh Lanta, on s'arrête pour manger et on a la vue de deux côtés. Des fois, je dis, est-ce que vous voulez qu'on mange dans certains endroits, ça dépend où on est, le temps. Est-ce que vous voulez qu'on mange au Monténégro ou en Albanie? On choisit. On a le luxe qu'on peut choisir. Mais bien sûr, des fois, si je dis à mes touristes, les touristes disent souvent que ils aiment bien Vaiucha. Parce que des fois, on va à Vaiucha et Vaiucha, c'est toujours, à part quand il y a du vent, hein, Vaiucha, c'est quelque chose. Et Il dit, c'est le aussi, plus bel oui, panorama de ex-Yougoslavie, hein. Il dit, c'est plus beau de île ah oui. Croatie, de Alpes de Slovénie, c'est vraiment très belle, hein. Et des fois aussi, le chemin Bonus, Voutai aussi, ça dépend toujours de la météo. Joue vraiment, il y a un rôle énormément très, très grand, c'est la météo. Bien sûr, aussi le groupe, comment ils s'entendent entre eux et tout ça, mais voilà, il y a ces trois endroits parce que à la fin de chaque voyage, de chaque randonnée, je demande quelle était la meilleure randonnée, la plus difficile. Bien sûr, quand on descend de Tcherem vers Valbona, la dernière partie, c'est assez glissante et au moins une fois chaque personne tombe. Mais c'est pour cela que je demande toujours des chaussures, des choses et des bâtons. Mais il y a une fille, j'ai demandé qu'est-ce que ton souvenir de l'Albanie. Elle m'a dit cailloux. Parce que des premiers jours, le caillou, jusqu'à dernier jour, il y avait des cailloux. Du coup, ça me fait rire et je pense toujours à elle. Et voilà, c'est des souvenirs parce que pour elle, c'était énorme ce qu'elle avait vu. Les massifs, voilà, les montagnes maudites donnent beaucoup, beaucoup à rêver et beaucoup d'imagination. Pourquoi c'est l'histoire? Parce que je suis toujours inquiète quand je vois une personne qui voyage toute seule parce qu'il y a souvent des accidents. Et avec mes groupes, en général, on suit le chemin. Il est bien balisé, il est bien marqué. Et même des fois, même s'il n'y a pas de balisage, on voit la trace. Avec nous, on a une règle. On doit laisser que nos traces dans la nature, comme d'autres. Du coup, on essaie des fois de ramasser et de ne pas laisser rien derrière nous. En tout cas, c'est la culture qu'on veut aussi que les locaux et les étrangers ont. Ça ne veut pas dire c'est toujours Et pour vous, comme une femme albanaise, musulman, comment ça fait ça? C'est une surprise pour le client? Dit ça, ce n'est pas qu'est-ce que nous pense pour la femme de Kosovo? Oui, il y a ça aussi. Comme j'ai dit dès le début, il y a eu des clichés. Puis ils me disent que moi, je ressemble pas beaucoup aux femmes d'ici. Après le temps, ils me disent que je suis un peu différente. Mais comme je travaille, ça fait longtemps avec des étrangers, tout ça, différents domaines. Du coup, je ne sais pas. Parce qu'il dit, la femme albanaise, c'est pas pour le musulman. Ça ne vient pas trop. En fait, on voit pas beaucoup de femmes voilées en Albanie ni au Kosovo. Ils me disent qu'ils voient beaucoup plus de femmes voilées en France qu'en Albanie ou au Kosovo. Et que c'est vrai. Ils disent que, voilà, souvent, ils disent ils n'ont pas eu souvent des guides femmes, voilà, même partout dans le monde. Une ou deux fois, et souvent, on a des randonneurs qui vont 2, 3 fois par an faire des randonnées partout dans le monde. Ils disent que c'est la deuxième fois ou première fois qu'ils ont une femme guide. C'est une surprise, je pense. Dans la majorité de groupes, on a beaucoup plus de femmes, en tout cas pour les Françaises. Des fois, on a 60%, 50-50 ou 60% plus de femmes. C'est plus peut-être mieux, je sais pas. C'est bien en tout cas. Ils m'envoient toujours. J'ai fêté 2 anniversaires avec des clients parce que j'ai été dans les montagnes. Ils sont très sympas, très bien. Et ils me disent que je ressemble pas aux femmes albanaises parce qu'elles sont bien coiffées, bien maquillées, tout ça. C'est comme ça. Ça, c'est un petit peu vrai, hein? Peut-être, mais je pense qu'il y a certains métiers qui te font ça et certaines expériences, le passé, voilà, voilà. Euh, je veux, euh, je veux finir notre discussion, mais je te demandais qu'est-ce que une chose qui vous voulez donner comme conseil ou comme un avertissement pour les montagnes d'Albanie et de Kosovo? Pour ceux qui veulent venir ou en groupe ou parce qu'il y a des gens maintenant qui peuvent réserver tout en ligne, il faut avoir le matériel nécessaire pour la saison. On peut
les mentalités, même si c'est pas un problème, mais connaître les mentalités, 5 minutes en retard, tout ça, c'est normal. Connaître aussi leurs habitudes pour dire aux autres qu'est-ce qu'ils peuvent manger, ils ne peuvent pas manger. Et surtout, ne pas être toute seule. Ce que, comme j'ai dit avant, il y a eu cette année des accidents et la dernière fois, c'était Reis Cardus, qui a une fille qui était coincée dans un rocher. Ça me fait mal au cœur de voir que les gens ont des accidents comme ça, ou ne jamais marcher toute seule et se préparer avec la frontale, les bâtons, tout ce qui est nécessaire, parce que des fois, on peut marcher la nuit. Ça peut arriver d'un accident ou X chose ou la météo qui a fait détruire un sentier. On peut passer plus de temps, avoir de l'eau, surtout de l'eau. Voilà, ça c'est mes Bien conseils sûr. et surtout jamais toute seule, jamais toute seule. Ça c'est OK, Vittore, merci beaucoup et une belle saison. On commence en mai, hein? en mai, oui, début mai, on va commencer. Voilà et merci beaucoup.